Bonjour, bienvenue à cette formation de l'Union des municipalités du Québec. On est très content de reprendre ces formations, ces présentations-là, particulièrement aujourd'hui où on va vous entretenir du droit à la protection de la réputation et de la vie privée de nos élus, de nos directions de services dans les municipalités. C'est extrêmement important. J'espère que vous allez l'apprécier. Mon nom est Paul Brunet, je suis directeur par intérim des services aux membres de la municipalité. Je suis aussi avocat, évidemment. Et je suis accompagné de ma collègue Manon Dagenet. Bonjour, ça me fait plaisir que vous soyez présents. Je suis avocate depuis plus de 30 ans. Je travaille pour une entreprise qui fait de l'assistance juridique et qui côtoie, chapeaute des polices de frais juridiques. Donc, Maître Brunet va vous expliquer au cours des prochaines minutes la protection de la vie privée et par la suite, je prendrai quelques minutes pour parler spécifiquement de la police frais juridiques. Bien, merci Manon. Alors, entretien sur le droit à la protection de la réputation et de la vie privée à l'ère de la liberté d'expression et d'Internet. On s'en sera douté. Toujours le débat, vie privée, vie publique, proposition de définition de vie publique, ensemble des activités d'une personne qui concerne sa vie professionnelle ou qu'elle est prête à dévoiler. Je dis ça parce qu'on sait que parfois, il y a des faits qui sont reprochés et qui sont déjà connus dans le public. Je donne toujours l'exemple de Tiger Woods qui, beaucoup plus avant, quand il était une grande vedette et que tout allait bien dans sa vie, il avait laissé entrer les journalistes, les médias dans sa maison pour voir ses beaux enfants, etc. Jusqu'au jour où, sa vie privée est devenue un peu plus tumultueuse et là, il souhaitait que les médias se retirent. Malheureusement, et dans la jurisprudence, on le voit beaucoup, si vous avez dévoilé votre vie privée dans les médias, sur le net ou je ne sais trop où, il se peut que si un jour vous réclamez qu'on respecte votre vie privée, qu'on vous réponde que vous l'avez déjà étalée, cette vie privée-là. Alors, c'est vous qui décidez jusqu'où et comment vous allez donner accès à votre vie privée. Mais en attendant, on va s'en tenir à la vie professionnelle et assurons-nous que votre vie privée, elle vous appartient et qu'elle n'est pas étalée partout parce qu'un jour, peut-être, aurez-vous besoin qu'on respecte justement votre vie privée. Alors, chaque personne a le droit de donner publiquement son opinion. On est en matière de liberté d'expression. Alors, les chartes québécoises, canadiennes, le Code civil sont déjà là pour garantir et affirmer, si besoin est, le droit de donner son opinion. Même si cette opinion ne fait pas l'affaire de celles et ceux à qui l'opinion est adressée, évidemment. Toujours avec l'exception que des gestes et des propos qui sont diffamants, violents ou menaçants, évidemment, ne rencontrent pas les critères de la liberté d'expression. Vous n'êtes plus dans votre droit de vous exprimer librement quand vous êtes diffamant, quand vous êtes violent ou menaçant dans vos propos, dans vos gestes. Et ça s'applique évidemment à celles et ceux qui voudraient s'adresser ou poser des gestes ou des propos envers vous. En période électorale, par contre, on aura appris chez nos élus, entre autres, que les tribunaux ont tendance à tempérer l'effet des propos sur la victime. Donc, si vous êtes en période électorale, la jurisprudence a souvent tempéré puis donné un peu plus de liberté pour qu'on vous critique sur des choses que vous avez promises, faites ou que vous n'avez pas faites, mais pas nécessairement, évidemment, sur votre vie privée, à moins, comme je le disais tantôt, que vous l'ayez déjà étayé, cette vie privée-là. Toujours être prudent et conscient de ces questions-là. Alors, il y a des limites. On en aura convenu à la liberté d'expression. Tout n'est pas permis au nom de la liberté d'expression. La liberté d'expression n'est pas un droit absolu. Elle est limitée par le droit à la sauvegarde de sa réputation et par le droit à la vie privée dont on a parlé tantôt. Ça aussi, ces limites-là sont aussi garanties par nos chartes canadiennes, québécoises et même par le Code civil du Québec. Il faut trouver un équilibre entre les droits qui s'affrontent, le droit de s'exprimer
publiquement dire ce qu'on pense de quelque chose, de quelqu'un, et aussi le droit des personnes à pouvoir garder sa vie privée privément. Rappelons-nous, je donne souvent cet exemple-là, le droit à l'image, où des gens, des médias avaient réclamé au nom du droit à l'image que le mariage de Céline Dion puisse être diffusé partout et qu'on puisse prendre des photos partout, alors qu'il y avait une exclusivité envers un média, et les tribunaux de venir dire que le droit à l'image fait partie de la vie privée. Alors, si quelqu'un décide qu'il va restreindre le droit à l'image pour un événement à quelqu'un ou en faveur de quelqu'un, il se peut qu'on vous refuse de diffuser ou de prendre des photos, comme ce fut le cas, rappelons-nous, lors du mariage de Céline Dion. Personne n'a le droit, où que ce soit, dans une réunion publique, au centre d'achat, sur un chantier, au camping ou ailleurs, dans les médias ou sur Internet, de diffamer publiquement, de harceler, de poser des gestes ou de tenir des propos haineux qui sont évidemment diffamants, menaçants ou qui incitent à la violence. On l'aura deviné. Évidemment, ces questions-là ou ces situations-là excèdent, comme dit la jurisprudence, le niveau de débat public qui, lui, est protégé par la liberté d'expression. Certaines causes de jurisprudence l'ont déjà confirmé. Ou encore, s'attaquer à la personne elle-même, sa personne, à ses caractéristiques personnelles. Évidemment, là, vous dépassez le cadre public. Encore une fois, toujours à la condition que cette personne-là n'ait pas accepté de fait qu'on étaye sa condition personnelle ou privée auparavant. Alors, toute atteinte à l'un de ces droits est susceptible de sanctions, notamment des sanctions civiles, comme par exemple une ordonnance judiciaire de cesser la diffusion de ces propos. À cet égard, surtout le common law, mais la jurisprudence québécoise commence à s'associer à plusieurs recours spécialisés dans le domaine, en particulier sur Internet. Pensons à des injonctions qu'on appelle Anton Piller, par exemple, qui a pour but de bloquer, de sauvegarder la preuve que des propos ou des gestes ont été commis sur Internet et ont pu être diffamants. Les injonctions de type Norwich, forcer l'identification des individus derrière les adresses IP, faire fermer un compte en ligne aussi est une possibilité. La jurisprudence québécoise a commencé à se prononcer et à approuver ces demandes d'ordonnance présentées devant la Cour. Alors, fermeture de site Internet, retrait de page web, condamnation des dommages-intérêts, évidemment. Bon, illustration dans les faits, j'ai quelques illustrations que j'essaie de pas faire de cas d'espèce, mais en général, on observe que c'est souvent parce qu'on est une personnalité publique, un élu, homme, femme d'affaires, bénévole connu dans sa communauté, qu'on est plus susceptible d'être attaqué sur sa réputation ou dans sa vie privée. En effet, l'aigreur et la vengeance s'intéressent moins à une personne peu ou pas connue. Ceux qui s'en prennent aux personnalités publiques en les diffamant ou en s'en prenant à leur vie privée visent généralement la personne même de l'élu, de l'homme ou de la femme d'affaires connu. Ils parient, consciemment ou non, que l'attaque à laquelle ils se livreront contre la personne aura un impact défavorable dans le public, chez les électeurs ou chez la clientèle de la personne ou chez la personne elle-même. Enfin, ils parient pouvoir faire perdre autant que possible la crédibilité de la personne attaquée, la reconnaissance ou le succès que celle-ci connaît dans sa communauté ou dans le public. C'est ça le but. Avoué ou non, conscient ou non, c'est ce qu'on vise. On vise un impact quand on décide de diffamer, s'en prendre à quelqu'un. Quelques cas répertoriés, bon, qui datent un peu, mais quand même. J'essaie de rester dans le courant de la jurisprudence. Quelqu'un m'a parlé de la cause de Gabriel contre Ward, qui, malheureusement pour lui, la Cour suprême lui a dit quelque part que ce n'était pas le bon recours. Je fais attention pour vous donner des exemples qui cadrent plus avec les questions que l'on aborde aujourd'hui. Alors, un exemple, le politicien André Boisclair, à l'époque, poursuivait Jacques Duchesneau pour des propos tenus par M. Duchesneau à l'égard de celui qui était alors délégué général du Québec à New York.
s'en souvient, M. Boisclair était délégué général à l'époque. Selon la poursuite, le député Duchesneau, parce que M. Duchesneau a été député, aurait insinué qu'il pouvait exister un lien entre une subvention de 2,5 millions accordée à un projet de restauration de l'église Saint-James à Montréal, mené par l'entrepreneur Paul Sauvé, l'infiltration de l'entreprise de M. Sauvé par le crime organisé et enfin la consommation passée de cocaïne de M. Boisclair qui était alléguée dans les procédures. Le dossier a été réglé hors cours, mais on se rend bien compte qu'à certains égards, il y a des propos qui peuvent dépasser le cadre de la critique publique, surtout si les propos ne sont pas avérés ou prouvés, comme on va le voir tantôt. Un autre exemple, l'animatrice télé à l'époque, Sophie Chiasson, poursuivait M. Jeff Fillion, animateur radio, pour atteinte à sa réputation et à sa vie privée, pour lui avoir proféré des propos injurieux. Mme Chiasson a gagné sa cause parce qu'elle a prouvé la diffamation avec les critères de la Cour suprême et demandé des dommages et intérêts en conséquence. L'homme d'affaires Conrad Black aussi poursuivait des entreprises qu'il a quittées pour avoir inclus dans leur rapport annuel et divers autres documents des allégués à l'effet qu'ils avaient détourné et soutiré que lui avait détourné et soutiré des centaines de millions de dollars. Le dossier fut réglé hors cours, comme souvent c'est le cas dans ce genre de procédure, surtout quand les faits sont avérés. Enfin, l'homme d'affaires Aidé Savoie, qui poursuivait, souvenons-nous, Mme Thériault, parce qu'elle avait parlé contre son entreprise et la qualité alléguée des résidences pour personnes aidées. Alors, après qu'elle eut critiqué publiquement les soins offerts, M. Savoie ou son groupe poursuivit Mme Thériault et la Cour avait rejeté la poursuite de M. Savoie en vertu des règles de poursuite Bayon récemment adoptées dans le Code de procédure civile et avait ensuite accueilli la poursuite en dommages de Mme Thériault pour poursuite abusive. Cela aussi est possible dans notre société et les règles du Code de procédure répondent à ces situations-là. Enfin, l'ingénieur Jean-Yves Lepage poursuivant en diffamation 2 représentants syndicaux et leurs syndicats pour atteinte à sa réputation et à sa vie privée. Après analyse des divers événements survenus sur un chantier de la Côte-Nord, la Cour donna gain de cause au demandeur. La Cour d'appel rejeta l'appel et donc confirma que M. Lepage avait raison d'avoir réclamé les dommages et intérêts pour diffamation faite sur un chantier de construction. J'ai oublié de vous dire qu'il y aura une période de questions après que Manon Dagenet aura complété ses informations sur la police. Alors, il y a 4 conditions, si on résume ça, 4 conditions pour qu'on soit légalement devant des faits donnant ouverture à la diffamation. Premièrement, des propos tenus en public. Si vous êtes diffamant envers quelqu'un à qui vous adressez dans une salle fermée, vous êtes tous les deux, vous n'êtes pas dans une situation où il y a une expression publique des propos. Répétez donc des propos faux, malveillants, faisant perdre l'estime de soi à la personne visée par le mépris ou le ridicule auquel on expose cette personne-là. Prud'homme contre Prud'homme, dans la cause de la Cour suprême de 2002, est encore le principe sur la situation. Alors, la preuve de dommage, évidemment, est requise, comme le changement du public ou d'opinion du public vis-à-vis de la victime fait par les propos diffamants. Ou encore, des propos faux en négligeant d'en vérifier la véracité. Sophio contre Messier en 2008, puis plus récemment, Lapierre contre Sormani en 2012, qui mentionnait et insistait sur le fait qu'il faut vérifier ces allégués parce que non seulement parfois ils sont faux, mais si en plus on fait une preuve à l'effet que vous avez l'auteur de la diffamation a négligé de vérifier la véracité des faits, évidemment que cela n'aidera pas sa cause, si on peut s'exprimer ainsi. Il y a aussi le cas où vous pouvez avoir des propos qui sont vrais, mais qui ne sont pas dans l'intérêt public qu'ils soient rendus publics, dont les éléments de la vie privée. L'arrêt Vaillancourt contre Lagacé en 2011
Cour supérieure le réaffirmait. Rappelons-nous, la vie privée, c'est l'ensemble des décisions de la victime qui se rapportent à des choix de nature fondamentalement privée ou intrinsèquement personnelle. C'est ce qui constitue d'ailleurs sa dignité inhérente, un attribut fondamental de la personnalité et de la vie privée de l'individu. Alors, quand vous en prenez à ça, ça se peut que vous ayez raison et que les faits que vous rapportez sont vrais. Mais la question qui est posée, est-ce que c'était dans l'intérêt public que ces propos-là soient émis dans la sphère publique? Parce qu'une fois ternie, une réputation peut rarement retrouver son lustre antérieur, selon la Cour suprême, dans le dossier Hill contre Église de Scientologie. Sauf, comme j'en parlais tantôt, dans le cas de notre ami Tiger, sauf le choix qu'on a volontairement fait en dévoilant tout ou partie de ce qui fait partie de notre vie privée. La quatrième condition, c'est qu'il faut que les gestes ou les paroles soient empreints d'une intention de nuire, de mauvaise foi, de témérité, d'acharnement. J'aime l'expression dans Labelle contre Ward en 2011, où la Cour parlait de ne pas lâcher le morceau. Alors, il faut qu'il y ait une intensité, une répétition jusqu'à un certain point. Manon va nous en parler tantôt des conditions pour la police d'assurance. Et cet acharnement-là est rappelé par la cause de Ayotte contre Chiaramonte de 2019, quand la Cour parle de willfully intended, l'intention véritable de faire du mal à la personne qui est impliquée dans des accusations de diffamation ou d'atteinte à la vie privée. Exemple fictif. Alors, les faits qui pourraient vous rappeler des situations véridiques ne seraient que le pur fait de votre imagination, évidemment. Un maire est accusé faussement au conseil municipal ou sur Facebook de consommer de la cocaïne, d'être approvisionné par des gens peu recommandables, dont l'entreprise est pourtant autorisée par l'AMP à soumissionner auprès de corps publics, et que ces gens sont associés à un projet important de développement immobilier. Projet tout récemment autorisé par le maire et la municipalité. Alors là, si les faits qu'on rapporte publiquement contre le maire sont faux, évidemment que le maire a une cause en regard de l'atteinte à sa réputation et à sa vie privée, évidemment. Une femme d'affaires de la région est souvent diffamée sur Twitter par un internaute à l'effet qu'elle serait une ivrogne, atteinte à la vie privée. J'ai le goût de vous dire à cet égard qu'on se souviendra de l'ancien maire de Toronto, M. Ford, qui avait malheureusement étayé sa vie privée et plusieurs actions et situations dans lesquelles il s'était retrouvé, notamment à cause de problèmes de drogue, je pense, qui est décédé d'ailleurs, le pauvre. Mais on se rappellera qu'à ce moment-là, si vous avez étayé votre vie privée, ça se peut que les médias en fassent leur page de couverture et que vous n'ayez pas de cause en matière d'atteinte à la vie privée. Et je ne me souviens pas qu'on ait, dans la famille Ford, tenté d'obtenir gain de cause ou de prendre action contre les médias qui avaient illustré sa vie privée et les événements rocambolesques qui l'entouraient. Un agent d'immeuble de la région est régulièrement interpellé ou questionné par le même citoyen dans les restaurants en public en l'identifiant comme étant une tapette ou un homosexuel. Élément de la personnalité, est-ce que c'est dans l'intérêt public que ces faits-là soient connus du public? Des propos que je juge maintenant acceptables ou tolérables à partir de mon examen de la jurisprudence et de ce que j'ai vu, de ce que les tribunaux ont décidé. Un maire se fait interpeller en pleine séance du conseil par un citoyen à l'effet que le budget qu'il vient de faire adopter est de la poudre aux yeux, le résultat d'un travail incompétent, sans égard aux moyens des citoyens de payer les taxes pour assumer un tel budget. Je pense que ces propos-là sont tolérables et ne constituent pas de la diffamation comme telle. Un entrepreneur de la région se fait accuser sur Facebook d'être un proche parent du maire de la municipalité
et qu'il obtient souvent des contrats de la municipalité. Si les contrats sont obtenus en toute légalité, on a le droit de critiquer le maire, on a le droit de critiquer le conseil municipal. On n'est pas pour autant, à ce titre-là, dans cette situation-là, nécessairement diffamant. Un citoyen demande en pleine séance du Conseil que la Commission municipale du Québec devrait enquêter sur les déplacements de la mairesse lors d'un voyage en Europe, pourtant autorisé par le Conseil municipal à des fins de développement du parc industriel de la municipalité. On peut réclamer une enquête. Ça ne veut pas dire que nécessairement on atteint la réputation de la personne, mais on est à la limite des propos acceptables et qui, à mon avis, ne constituent pas nécessairement de la diffamation. Je passe maintenant à la question du harcèlement, parce que ça aussi, c'est protégé dans le contrat. Le harcèlement. Alors, on a beaucoup de notes, beaucoup de jurisprudence de plus en plus développée depuis que certaines dispositions dans la loi sur les normes ont commencé à définir le harcèlement et les tribunaux aussi l'ont fait. Alors, le harcèlement, c'est une conduite vexatoire qui se manifeste, et j'ai identifié 5 conditions. Des comportements, des paroles ou des gestes répétés. La gravité d'un geste ou d'un propos peut ne pas nécessiter qu'il soit répétitif. Un geste grave n'a pas besoin de subir de répétition pour qu'il constitue du harcèlement. Ces conditions, cette conduite-là ou ces propos-là doivent être hostiles, agressifs, malveillants et surtout non désirés par la personne visée. On s'en sera douté, évidemment. Et finalement, des propos ou une conduite qui porte atteinte à la dignité de la personne ou à son intégrité psychologique ou physique. Je complète en disant maintenant la question des propos ou des gestes haineux, parce que ça aussi, c'est protégé. Les propos ou gestes haineux sont des propos, des gestes méprisants envers des personnes d'un sexe, d'un âge, d'une orientation sexuelle, d'une race, d'une couleur, d'une condition ou d'une religion ou d'un handicap, exposant cette personne à la détestation et au mépris. La Cour suprême regorge de décisions là-dedans depuis quelques années déjà. Il y a évidemment les différentes dispositions des lois québécoises contre la lutte, pour la lutte contre le discours haineux et les discours incitant à la violence, dont on attend encore des développements de la part du législateur. Conclusion, conseil. Restons calmes. Rappelons-nous, comme aide-mémoire, que répéter des propos faux et malveillants faisant perdre l'estime de soi à la personne visée par le mépris ou le ridicule auquel on s'expose ou on l'expose, des propos faux en négligeant d'en vérifier la véracité, ou encore des propos vrais et qui ne sont pas dans l'intérêt public qu'ils soient tenus publiquement. Et enfin, condition importante, des gestes empreints d'intention de nuire, avec la mauvaise foi, la témérité, voire un acharnement. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire sur la protection des élus et des directions de service, parce qu'elles aussi, ces directions-là, sont protégées par la police. Maintenant, je vais céder la parole à Maître Dagenet pour les différentes conditions reliées à la police de protection des élus. Alors, la police, elle est faite, elle a été préparée pour protéger 2 choses. 1, l'atteinte à la réputation et ou l'atteinte à la vie privée. Donc, il faut obligatoirement que l'assuré tombe dans une de ces 2 cases-là pour, à la base, que la police puisse entrer en ligne de compte. La définition dans le mot à mot, bon, Maître Brunet a expliqué un petit peu les tribunaux, comment ils ont défini l'atteinte à la réputation. Mais clairement, dans la police,
On redéfinit d'une façon spécifique l'atteinte à la réputation en disant qu'il faut que ce soit un comportement qui soit illégal, notamment lorsqu'il y a de la diffamation publique, lorsqu'il y a du harcèlement ou lorsqu'il y a des gestes ou des propos haineux. Ça, c'est pour l'atteinte à la réputation. L'atteinte à la vie privée, ben, c'est plus simple. On a tous en tête des images, là, dont Tiger Woods, qui nous revient tout le temps. C'est vraiment défini comme l'accès non autorisé à des renseignements personnels. Ce que je voulais vous expliquer également, la police ne protège pas tout le monde dans une municipalité. À la base, elle ne protège pas du tout le conseil municipal. Elle protège des individus. En vertu de la police, les assurés sont d'abord et avant tout les élus. Donc, on comprend que c'est le maire et les conseillers et les hauts fonctionnaires de la municipalité. Dans la police, on a défini les hauts fonctionnaires de la municipalité comme étant le directeur général, les directeurs généraux adjoints, le secrétaire trésorier, le greffier, le trésorier, les directeurs d'arrondissement et tout autre directeur de service ayant été nommé à un poste de directeur par la municipalité, ainsi que le responsable de l'urbanisme et l'assistant greffier. Donc, ce sont les assurés, tous ces gens-là, pardon, sont assurés en vertu de cette police-là. Également, je veux apporter votre attention sur le fait qu'il y a un délai pour aviser votre assureur lorsque survient un événement qui, selon vous, pourrait être une atteinte à la réputation ou une atteinte à la vie privée. Dans la police, l'assureur demande que vous communiquiez avec lui dans un délai maximum de 15 jours de la connaissance des faits reprochés. Donc, vous savez, aujourd'hui, le 14 décembre, il y a un article qui est publié dans le journal local ou sur Facebook. Il faut communiquer. Moi, je vous dirais plus que ce que l'assureur dit. Il faudrait communiquer immédiatement avec nous afin de dénoncer le problème. Parce qu'en matière d'atteinte à la réputation et à la vie privée, vous serez d'accord avec moi, Maître Brunet, il faut agir vite. Si quelqu'un dit des propos diffamatoires, il faut rapidement agir en envoyant immédiatement une mise en demeure pour demander que les propos soient retirés immédiatement, par exemple, pour demander qu'il y ait des excuses publiques. Donc, plus qu'on attend, plus que ces choses-là vont avoir commis des dommages et ça sera difficile après ça de refaire une réputation. Mais plus rapidement on agit, plus rapidement, il y aura moins de gens aussi qui vont avoir consulté le journal ou qui vont avoir regardé sur Facebook. Donc, maximum, vous devez communiquer avec nous dans les 15 jours parce que si vous dépassez ce délai-là, définitivement, l'assureur va refuser votre demande. Également, je veux apporter votre attention sur la période de carence. Toute police d'assurance a une période de carence. Ça veut dire quoi? Quand la police entre en vigueur, il y a un délai de 60 jours et tous les problèmes qui ont été, qui sont arrivés, pardon, au début de la police dans les 60 premiers jours ne sont pas couverts par la police de frais juridiques. Évidemment, le délai de carence s'applique une seule fois. Il s'applique au début de la police. Lorsqu'il y a un renouvellement, il n'y a pas un nouveau délai de carence, on s'entend. En vertu de la police de frais juridiques, c'est vous, l'assuré, qui décidez de votre propre avocat. On ne vous impose pas d'avocat. Vous choisissez votre avocat. Dans la police d'assurance également, il y a une franchise, comme toute police d'assurance. Et dans cette police-ci, la franchise est de 200 $. Donc, les 200 premiers dollars devront être assumés par l'assuré. La limite de la protection est de 500 $, de 50 000 $ par municipalité par événement. Vous avez dans le mot à mot, et vous pouvez le consulter,
une grille tarifaire qui explique ce que nous remboursons à titre de frais juridiques. Le tarif du professionnel, le tarif de l'avocat qu'on rembourse, c'est 200 $. C'est important à noter. Il y a des avocats qui chargent 300 $ l'heure, 500 $ l'heure. Nous, on rembourse un tarif de 200 $ l'heure. C'est une police qui vous aide à payer vos frais d'avocat. On ne se vante pas de payer tous les frais d'avocat. Hein? Alors, vous pouvez choisir l'avocat de votre choix, mais on va payer jusqu'à 200 $, le 200 $ le tarif horaire de votre avocat. Ça va pour ça maintenant? Oui, 200 $ l'heure, oui. Oui, OK, parfait. Également, oui, pardon. Également, j'aimerais apporter un fait important, c'est que la police de frais juridiques est là pour envoyer une principalement, pour envoyer une mise en demeure à la personne qui vous aura diffamé, pour lui demander d'arrêter et de retirer et de s'excuser. Mais la police de frais juridiques n'est pas là pour payer les frais, les dommages qui vous sont causés. Vous pouvez très bien continuer le litige avec votre avocat. Pour cette partie-là, quand vous demandez des dommages-intérêts, ça, c'est vous, assuré qui allez devoir l'assumer. La police est là pour éteindre les feux, si je peux m'exprimer ainsi, pour faire en sorte que si l'élu ou si les élus ou les hauts fonctionnaires sont atteints dans leur réputation, qu'on puisse rapidement faire en sorte que ça s'arrête, tout ça. Moi, j'ai fait le tour. Alors, c'est Je suis très là pour répondre aux important, questions. c'est très important ce que Maître Dagenet vient de dire. D'abord, le tarif horaire, 200 $. Je ne vous cache pas qu'éventuellement, on va discuter avec l'assureur parce que ça fait quelques années déjà que 200 $ est établi. Aussi, vous précisez que pour une personne, qu'il s'agisse d'un membre de la direction ou d'une élue, le 200 $ de franchise, là, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas le demander qu'on vous le rembourse à la ville, puisque c'est parce que vous êtes un élu, une élue ou un membre de la direction qu'on vous a attaqué. Pour moi, ce seraient des frais qui devraient être remboursés à la personne. Fait que gênez-vous pas quand on vous dit qu'il y a 200 $ de franchise pour ouvrir le dossier. C'est bien correct, mais vous avez le droit par ailleurs de demander à la ville qu'on vous les rembourse. La ville peut décider de ne pas vous les rembourser, mais je pense qu'en bon gestionnaire, et surtout comme pour être solidaire avec l'élu ou la personne de la direction qui est attaquée, je pense que ça serait une bonne pratique de la part du conseil municipal ou de la ville de les rembourser. Je veux aussi dire que quand vous appelez pour vous plaindre ou pour dénoncer une situation, dites pas que c'est la ville qui est attaquée ou le conseil municipal. L'assureur demande que ce soit des personnes, des assurés, la DG, le maire. Il faut des noms parce que ce sont ces personnes-là qui sont assurées, non la ville ou le conseil municipal comme groupe, n'est-ce pas? Alors, très important de le préciser parce qu'on a eu quelques expériences tristes à cet égard. Aussi, si vous aviez des questions sur le dossier, n'hésitez pas à m'écrire à pbrunet@umq.qc.ca. Ça me fera plaisir de vous aider ou encore de référer à l'assureur s'il y avait des questions de détail en regard de la police. Pour moi, l'assureur, moi, je suis représentant du regroupement. On est plus de 130 municipalités qui sont assurées dans ce programme-là. Moi, j'aimerais ça qu'on soit 300 parce qu'il n'y a pas de raison qu'au Québec, tous les élus, les membres de la direction ne soient pas protégés mieux que la situation que l'on vit présentement. Là, je pense qu'on est rendu pour prendre des questions. Ou Manon, vous avez une... Oui, en terminant. Oui, vas-y. Je voudrais juste prendre 2 minutes pour expliquer un petit peu. Dès que vous avez un questionnement, même si vous n'êtes pas sûr, est-ce que c'est de l'atteinte, ce n'est pas, vous appelez chez nous. Le numéro, je vais vous le redonner. Il est, je crois, dans toutes la documentation que vous recevez. C'est le 1-866-264-8871. Je vais répéter, 1-866-264-8871. Les appels sont illimités. Vous pouvez appeler dès que vous avez une question.
Vous êtes pris en charge immédiatement par un avocat. Chez nous, ce sont exclusivement des avocats qui reçoivent les appels pour atteinte à la réputation. On va regarder d'abord, on va discuter, on va vous poser des questions, etc. On va ouvrir un dossier. Et s'il y a matière à frais juridiques, parce que des fois, vous appelez simplement pour des questions, sans nécessairement faire une réclamation de frais juridiques. Si par la suite, il y a matière à frais juridiques, si pour nous, tous les éléments le sont rencontrés, on va ouvrir un dossier en frais juridiques et vous serez avisé de la suite, de quelle façon ça procède. On envoie une lettre d'acceptation. Vous allez avoir avec la lettre d'acceptation la grille tarifaire là, que je vous parlais tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas pour tout questionnement. Et puis, effectivement, si vous appelez et que vous dites que le conseil a subi de l'atteinte à la réputation ou quoi que ce soit, pour nous, c'est important là, d'avoir un être humain qui a été atteint à sa réputation. Également, dès que ça arrive, gardez des copies de tout, que ce soit les journaux, que ce soit sur Internet, faites du copy-paste, peu importe, gardez tout afin de pouvoir éventuellement faire la preuve de tout ce que vous avancez. Voilà. Je voulais aussi compléter, parfois, si on est obligé de prendre des procédures pour faire arrêter le mal, hein, c'est ça notre slogan, faisons arrêter le mal. C'est ça la couverture d'assurance qui est encore, faire arrêter le mal. Mais si, comme Mme Dagenet le précisait tantôt, vous voulez avoir des conclusions en dommages-intérêts contre ceux qui vous ont attaqué illégalement, bien là, vous pouvez utiliser le même avocat. Ces conclusions-là ou ce travail-là de la part de l'avocat n'est pas couvert. Mais tandis que vous auriez pris ou fait prendre une procédure pour faire arrêter le mal, il n'y a rien qui vous empêche pour des frais supplémentaires pour votre avocat que vous demandiez des conclusions en dommages-intérêts. Mais cette partie-là du travail de l'avocat n'est pas couverte par la police d'assurance. Je pense qu'on est rendu à la période de questions. Est-ce qu'on a des questions? Alors, je pense que vous avez été assez clair puisqu'on n'a pas de questions pour le moment, mais j'invite les personnes qui sont connectées, il est toujours temps de les écrire dans le fil de discussion ou bien dans la section, Q&R, questions-réponses ou Q&R, si vous avez l'application Zoom en anglais. Je vois qu'on a une personne qui a levé la main pour poser une question oralement. Alors, on accueille Monsieur Jonathan Schechter. Je vais vous donner la permission d'allumer votre micro. Donc, vous pouvez allumer votre micro, Monsieur Schechter. La parole est à vous. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, Jonathan. Merci, merci. J'avais deux petites questions sur la dénonciation, parce qu'un des critères que vous avez soulevé avec raison, c'est l'élément répétitif. Donc, au niveau de quand puis de 15 jours, le petit truc qui me gêne, c'est que le premier commentaire, il est anodin. Deuxième commentaire, un peu moins. Troisième commentaire. Donc, ça me gêne un peu parce que je ne veux pas être comme refusé de couverture alors que j'attends que l'élément répétitif arrive. Et le deuxième volet de ma question, c'est la période électorale. Parce que souvent, il y a des choses qui arrivent. Puis si on agit vite au milieu d'une période électorale, on ne veut pas non plus être accusé de l'ingérence. Donc, c'est au niveau du 15 jours, ça me gêne moins, mais au niveau de quand on va agir, je pense qu'il faut être quand même prudent. Oui, c'est une excellente question, en fait. Moi, je vous j'invite l'assuré dans ces circonstances-là à communiquer avec nous. Alors, on pourra ouvrir un dossier d'abord, noter tous les faits et vous donner des conseils. Parce qu'à la base, d'abord et avant tout, les avocats, on est là pour donner de l'assistance juridique au téléphone. Fait qu'on va pouvoir voir si c'est... Parce que des fois, c'est juste un seul geste. Je comprends ce que vous expliquez, là. L'exemple que vous donnez, là, c'est une petite affaire, une petite affaire, une petite affaire. Mais il peut y avoir un geste, un gros geste qui soit répréhensif. Fait que moi, je vous invite, et je vous invite tous, en fait, à titre soit d'élus ou aux fonctionnaires, à communiquer avec nous. On va ouvrir un dossier, on va vous aider. Puis là, si c'est rendu vraiment à la goutte qui a fait déborder le vase,
votre dossier va être ouvert. Donc, l'assureur ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir appelé dans le délai, comprenez-vous? Ça me fait un OK. peu penser, Jonathan, parce qu'on se connaît depuis un certain temps, Oui. aux situations de responsabilité civile de la municipalité. Souvent, on a ces questions-là. Est-ce que je suis correct que j'appelle? Oui, tu appelles. C'est mieux d'appeler, de se faire dire que ce n'est pas couvert ou qu'il n'y a pas de situation, que d'attendre et de se faire dire qu'on a dépassé le délai. Moi, je pense que c'est mieux d'être prudent et de commencer à informer l'assureur. Il saura qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il vous connaîtra déjà et peut-être, comme dit Mme Dagenet, que le dossier sera déjà ouvert. Ça serait peut-être plus prudent. Mais rappelons-nous que la jurisprudence dans les périodes électorales est un petit peu plus permissive en regard des gens qui diffament. Ils vont aller un petit peu plus loin. Vous êtes conscient de ça. Oui. All right. Merci beaucoup. OK. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Vous pouvez tout de même faire comme Monsieur Schechter, lever la main. Vous avez une icône dans votre menu Zoom si vous voulez prendre la parole avant qu'on se quitte. Sinon, je ne vois pas d'autres questions à l'écrit. Peut-être je pourrais compléter que Oui. le numéro de téléphone que Mme Dagenet a donné, évidemment, c'est pour les municipalités qui sont membres. Si votre municipalité n'est pas membre, bien, devenez membre, chers amis, pour celles et ceux dont la municipalité n'est pas membre. Et par la suite, vous pourrez utiliser cet assistant juridique-là. Mais évidemment, les municipalités qui ne sont pas membres, c'est bien triste, on a hâte de pouvoir, ne peuvent pas utiliser le numéro qui sert pour les municipalités, surtout les assurés membres du programme de l'Union des municipalités. Ça fait le tour. On vous remercie beaucoup de votre présence. Merci, Mme Dagenet, toujours un plaisir. Merci. Merci, Mélanie aussi, Mélanie Guillot, qui nous a assisté au niveau de la technique. Et là, on a un commentaire. Merci beaucoup. Bien, écoutez, à la prochaine, parce qu'on va continuer. On pense que l'Union des municipalités est la mieux placée avec ses partenaires assureurs pour protéger nos élus, nos membres de la direction contre ce phénomène qui a pris de l'ampleur assez extraordinaire. Et ce n'est pas vrai qu'on ne protégera pas plus nos élus. Ce n'est pas vrai que les élus, avec tout le travail qu'ils et elles font, peuvent être utilisés comme des punching bags par n'importe qui. Oui, les gens ont le droit de parler, s'exprimer, comme on l'a toujours dit, mais jamais on n'acceptera que nos élus, nos membres de la direction, soient attaqués, soient diffamés, comme la jurisprudence et les critères requis dans la police le prévoient. Merci encore au nom de l'Union des municipalités pour votre présence et à bientôt, j'espère.